Chers amis, par cette mise à jour rapide, je souhaite d'une part vous remercier pour vos merveilleux vœux d'anniversaire et d'autre part pour vous expliquer pourquoi nous sommes convaincus qu'il ne peut plus y avoir le moindre doute sur le fait que la procédure pénale engagée à mon encontre est à la fois un procès fictif et une mise en scène visant en réalité à me faire disparaître de la circulation en raison de mon travail, en particulier bien sûr dans le cadre du Covid, et à nous réduire tous au silence. Cela ne pourra plus réussir. Il est temps maintenant, à l'intérieur et à l'extérieur de ces murs, de faire ce qui est juste. Chacun de notre côté de la barrière le sait, et de plus en plus de l'autre côté le savent aussi. Les innombrables messages d'anniversaire que j'ai reçus par écrit et sous forme de messages audio dépassent tous ceux jamais reçus. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais je le ferai quand je serai sorti d'ici. Je remercie tout particulièrement les centaines de personnes qui ont organisé une fête d'anniversaire pour moi devant les murs de la prison. Beaucoup sont venus de loin. Certes, vous l'avez certainement entendu entre-temps, on m'a empêché d'assister à la fête, car j'ai été transféré dans une zone spéciale de haute sécurité de cette prison de haute sécurité. En même temps, on m'a interdit tout contact avec mes avocats, ainsi qu'avec ma femme, ainsi qu'avec tous les autres détenus. Ils ont aussi menacé les détenus du service dans lequel j'étais auparavant d'une fermeture générale s'ils suivaient la cérémonie et prenaient contact avec vous à l'extérieur. Mais ils ont été tellement impressionnés par ce qui s'est passé dehors qu'ils me l'ont raconté en détail par la suite. Bien sûr, tout cela est illégal et inconstitutionnel et portera bien sûr à conséquence. À ce stade, ces incidents ne font que confirmer une fois de plus que le bilan dressé par le professeur Igno Müller dans son livre de terribles juristes sur l'échec total de la justice sous le Troisième Reich est aussi un avertissement sur l'état actuel de la justice, en tout cas en Allemagne. En effet, le vendredi 3 mai 2024, le président du tribunal a annoncé qu'il n'avait pas l'intention d'entendre d'autres témoins, car il pense pouvoir me condamner sur une base totalement nouvelle, sur la base des déclarations de Vivian Fischer. Il a dû le faire car les preuves recueillies jusqu'à présent ont montré qu'à l'époque, il y avait effectivement un risque immédiat de saisie de notre compte de dons et qu'il était donc tout à fait normal de garantir temporairement une partie de cet argent par un contrat de prêt. Car, comme le tribunal a dû le constater, j'étais bien sûr prêt à rembourser l'argent et en mesure de le faire. C'est pourquoi le retrait du prêt était tout à fait autorisé par le droit des sociétés, d'autant plus qu'en tant que directeur général unique, j'étais couvert par le Business Judgment Rule. Il s'agit du pouvoir discrétionnaire d'un directeur général, mais cela obligeait le tribunal à m'acquitter immédiatement et à me libérer sur le champ. Pour éviter cela, le tribunal a inventé de nouvelles accusations et a déclaré qu'aucun contrat de prêt n'avait été conclu, mais qu'il avait été convenu entre moi et Vivian Fischer que l'argent retiré en réalité par contrat de prêt devait être conservé sur un autre compte en tant que réserve de liquidité en vertu d'un tout autre accord fiduciaire qu'il n'a jamais expliqué. Il fonde cette invention sur des affirmations confuses, fausses et contradictoires de Vivian Fischer, alors qu'elle avait répondu à la demande du tribunal. Concrètement, c'était même sa demande expresse, alors qu'elle avait clairement déclaré qu'il n'avait jamais été question de réserve de liquidité. Et alors que Vivian Fischer avait même affirmé que son prêt, comme le mien, était garanti par un bien immobilier en tant que réserve de valeur, et bien que Vivian Fischer elle-même a dû le reconnaître sur demande, et cela ressort déjà des documents qui ont été analysés. Elle ne disposait d'aucune liquidité, qu'elle était complètement fauchée, qu'elle n'avait plus de revenus professionnels ni d'autres patrimoines. Ce n'est que parce qu'elle a détourné l'argent d'une prévente de livres mise en place par fraude, emprunté de l'argent et détourné des dons pour des travaux de pathologie,
qu'elle a été en mesure de rembourser le prêt qu'elle avait contracté. Tout cela ressort déjà de l'instruction menée jusqu'à présent et des documents dont dispose le tribunal à ce jour. Mais nous avions déjà annoncé que nous apporterions encore plus de détails et de témoins à ce sujet. Apparemment, c'est aussi pour éviter cela que le tribunal a décidé d'interrompre subitement la présentation des preuves, car cela permettrait de mettre en lumière le rôle de plus en plus douteux de Viviane Fischer et de comprendre, par exemple, pourquoi ces comptes n'ont jamais été clôturés, contrairement à tous les autres comptes bancaires du comité Corona, et pourquoi l'enquête pour abus de confiance a été clôturée pour des raisons manifestement totalement erronées. Contrairement à moi, elle n'aurait jamais pu rembourser le prêt sur ses propres biens ou liquidités, car elle ne disposait d'aucun bien et, comme mentionné, elle a dû obtenir le montant du prêt en commettant des infractions et a convaincu le procureur que son mari l'aiderait à tout moment avec ses biens. Et c'est précisément pour cette raison que les poursuites contre elle ont été abandonnées. Bien sûr, ma femme aurait fait de même si cela avait été nécessaire. Cependant, j'avais des biens. J'avais un bien immobilier que j'ai vendu pour 1,3 ou 1,4 million d'euros. Cela aurait amplement suffi. Si vous voulez des détails à ce sujet, vous pouvez les lire dans ma réponse au tribunal du 8 mai 2024. Elle est en cours de transcription. Vous y verrez également que mon enlèvement au Mexique, rien que cet enlèvement au Mexique, a comme conséquence que la justice allemande, à l'origine de cet enlèvement, n'a plus aucune compétence pour engager une procédure contre moi. Au contraire, la justice allemande doit me libérer immédiatement en raison de ce seul enlèvement et me ramener au Mexique aux frais de l'État. Et en outre, j'ai droit à d'autres dommages et intérêts. Ce n'est pas seulement l'un des professeurs de droit allemand les plus respectés qui l'écrit au sujet de la pratique allemande de l'enlèvement, largement inconnu jusqu'à présent, mais aussi le simple bon sens. Il n'est pas nécessaire d'étudier le droit pour cela. C'est aussi ce que dit le droit naturel qui a été utilisé par exemple pour le procès de Nuremberg. Mais c'est aussi ce que dit une décision de la Common Law Cour de Grande-Bretagne et le droit international qui, le 20 janvier 2024 déjà, a établi que les tribunaux allemands n'avaient plus aucune compétence à mon égard en raison de mon enlèvement. Ils n'avaient pas besoin d'en savoir plus, sauf qu'il s'agissait d'un enlèvement. Le ministre allemand de la Justice et le procureur responsable devaient me verser personnellement 99 000 livres, chacun pour l'enlèvement, et 25 000 livres, chacun pour la privation de liberté, calcul effectué jusqu'au 20 janvier 2024. Oui, que nous dit dans mon cas et que nous dit le bellicisme qui s'intensifie en même temps ici en Allemagne? Que nous dit le fait que des entreprises aussi prestigieuses et prospères que Stihl, Bosch, Miel, etc. quittent le pays et que les écoles font désormais la promotion de la guerre? Que nous dit le fait que cette économie de guerre, en tout cas en Allemagne, est censée remplacer l'économie réelle et la soi-disant industrie financière qui s'est effondrée depuis longtemps et qui est exclusivement basée sur la fraude? Eh bien, cela signifie qu'ils sont dos au mur. Il est temps. Il est temps, car l'autre côté de la barrière est en train d'imploser. Et nous sommes prêts